Bonjour tout le monde, bienvenue à Coup de canon. Aujourd'hui, vous le voyez, on est avec Patrick Scalabrini, l'entraîneur des Capitales de Québec. On va discuter avec lui de long et en large de sa propre carrière, de son côté évidemment. Puis la saison s'en vient du côté des Capitales. On va également aller vers les nouveautés. Qu'est-ce qu'on s'attend sur le terrain? Vous le voyez, il est dans un autobus présentement. Il sort carrément d'Ottawa. Il se dirige tranquillement vers les douanes américaines pour se diriger du côté de Cleveland. On va commencer le show à l'instant. JP, je te donne l'honneur d'y aller avec la première question à ton bon ami Patrick Scalabrini. Alors, salut Pat, merci d'accepter notre invitation. Évidemment, les trous sont pas toujours évidents à trouver un moment pour se parler. Fait que là, c'est en direct d'autobus, mais moi, je trouve que c'est très concept. J'aime bien ça. Fait que merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Puis j'ai quand même beaucoup de temps, là. Je pense on embarque sur une heure quelques Parfait. d'autobus. Donc, On n'est pas pressé, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais bref, Patrick, le menu qu'on veut offrir à nos fans, c'est de parler un petit peu de toi. Comme Yann disait, un peu ton parcours, tu viens de l'Estrie, puis ton parcours de joueur, d'entraîneur, comment ça a passé de joueur et entraîneur. Puis on finira par les capitales, là, un peu à quoi s'attendre, les nouveaux joueurs, ton moustachu qui fait des grands chelems et tout ça. Là, fait qu'on va parler de ça en temps et lieu. parfait, c'est un bon plan. Good. OK, donc Patrick, tu es un gars originaire de l'Estrie. Répète-moi ton nom de ta ville dont tu en es très fier, Pat. Moi, je viens de la ville cosmopolite de Waterville. Waterville, dans le coin de l'Estrie, dans le coin de Sherbrooke. Donc, là, toi, je pense, Pat, tu as fait ton baseball mineur là, mais sans être un joueur dominant, encore une fois, je pense que un peu plus tard, tu as commencé à être un meilleur joueur. Hein? Ben, moi, c'est un parcours assez unique, là. Tu sais, j'ai joué depuis que je suis tout petit. Moi, c'est ma mère qui jouait au softball là, dans une ligue avec quelques-unes de ses sœurs et tout ça. Donc, je me rappelle d'aller voir jouer ma mère au softball, au petit parc du coin. Mon père n'était pas un joueur de baseball, pas du tout. Donc, évidemment, très, très jeune. J'ai un frère, Danny, qui est 2 ans plus vieux que moi. On jouait à tous les jours depuis que j'étais tout petit. Là. On jouait sur le côté de la maison, on se lançait des bines, on finissait pendant des heures de temps, ça finissait toujours en bataille, mais ça, ça, ça change de caractère. Donc, tout ça pour dire que j'ai joué dans mon village très, très jeune. J'ai découvert des habiletés assez évidentes à ce moment-là. Euh, donc, c'est ça. Alors, j'ai le village, dès, je pense, à 7 ans, je commençais déjà à jouer. Nous, c'était dans la petite ligue qu'on évoluait. Donc, notre puissante équipe de Waterville a fermé les livres assez rapidement. Donc, à 8-9 ans, je me suis dirigé à Lennoxville, à Sherbrooke. J'ai fait ma petite ligue là-bas. Je n'ai pas joué au baseball mineur, j'ai joué dans la petite ligue jusqu'à 15 ans. J'étais c'est pas mal toujours le meilleur joueur de mon équipe à ce moment-là, sachant pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'extérieur. Je fais quelques championnats canadiens dans la petite ligue et tout ça. Et puis, rendu à 15-16 ans, quelqu'un m'a parlé du midget 3, je savais pas trop ce que c'était ça. Je me suis pas rendu là pour différentes raisons. Je suis même pas allé au camp parce que c'est une question d'argent et tout ça. Puis c'était à Drummondville, c'était super loin pour moi dans ce temps-là. Et puis, rouler ma bosse, j'ai joué dans le midget 2A. Et puis, l'année 17 ans, mon frère avait ouvert un petit peu les portes du junior. Il était à ce moment-là. Il était à 18-19 ans. Puis il était un des très bons joueurs de l'équipe. Donc, je suis arrivé à 17 ans dans le junior. Et puis, je me suis découvert. On m'a découvert. J'ai été déjà une très, très bonne saison. C'est là que le tout a commencé un petit peu là, avec le select dans le temps, qui était un peu comme qui est devenu des ailes, qui était plein de patentes, évidemment. Puis, tranquillement, pas vite, l'ABC et tout ça. Là. Et puis, à partir de ce moment-là, ça s'est transformé en parcours un peu plus typique de bons joueurs québécois. Quand tu parles de la petite ligue, tu parles probablement de la corporation qui est les World Series des petites ligues ou qui est à part de Baseball Québec, autrement dit? Oui, OK. exactement. Exactement. En Estrie, tu sais, dans le temps, c'était le Sherland. Donc, à 12 ans, on s'est rendu aux provinciaux. On a gagné les provinciaux. J'étais allé au championnat canadien en Alberta quand j'avais 12 ans. Tu sais, j'étais comme tout le monde, là, le meilleur arrêt-court lanceur, quatrième frappeur et tout ça. Fait que, tu sais, je me rappelle encore de ces moments-là, là, tu sais, d'être au monticule, de savoir que si on fait chercher les derniers retraits, je vais embarquer dans un gros avion pour la première fois de ma vie, me diriger tout seul en Alberta à 12 ans. Tu sais. Fait que c'est des petits moments comme ça qui ont
un peu débuter cette passion-là, puis ces rêves, là, tranquillement, pas vite. Donc là, Pat, à l'époque, le junior élite, maintenant, est à l'équipe de l'Estrie à Granby. À l'époque, c'était à Sherbrooke, les puissants bombardiers de Sherbrooke, mais je pense qu'il y a eu quelques noms qui ont changé, mais c'était les bombardiers, hein, Pat, à l'époque, c'est ça? Oui, exactement. On était les bombardiers. Quelqu'un a eu la magnifique idée de nous donner des couleurs sarcelles. On était magnifiques. C'était beau à voir. Donc, à ce moment-là, Sherbrooke, honnêtement, était un peu, sans dire une puissance, était très, très réputé. On avait des très bonnes équipes de baseball. Il y avait eu des athlétiques de Sherbrooke quelques années avant moi où il y avait toujours des gros frappeurs. Il y avait beaucoup de gars très respectés. Là. C'est des Lachance à Vincent Guay, au Saint-Pierre et tout ça. Donc, c'était très, très, très bien vu. Même les années, on a été très bons. On a battu des records de production offensive. Et puis, par la suite, quand je suis quitté, je sais qu'il y a eu un gros creux de vague en Estrie, malheureusement. L'équipe a déménagé et tout ça. Heureusement, je pense qu'ils sont en train de regagner leur lettre de noblesse avec le sport études qui était installé depuis quelques années. On voit qu'il y a des erreurs et tout ça. C'est rassurant. Moi, je suis content. Je suis un gars de la place. Je veux que le baseball, à l'échelle provinciale, continue à grandir, à s'améliorer, mais aussi, évidemment, en Estrie, parce que je suis originaire de là. Donc, Patrick, tu nous as parlé beaucoup de ton passage dans le baseball mineur. Maintenant, du côté du junior élite, comme on disait, c'était les bombardiers, l'Estrie. Il y a peut-être une petite coupure, vous allez voir. Veut pas, c'est quand même assez compliqué de faire un voyage d'autobus avec les capitales. Il y a des douanes à passer éventuellement. Puis c'est pas tous des joueurs canadiens. Fait que veut pas, on pose un petit peu plus de questions, j'ai l'impression. C'est quelque chose que tu fais souvent avec l'équipe depuis très longtemps, justement, de votre côté. Comment ça se passe, ces affaires-là avec les douanes à chaque fois? Ça va presque toujours très, très bien. Tu sais, on a des fois des petites surprises, comme là, on a deux Dominicains dont leur permis d'entrer aux États-Unis était plus ou moins valide. Donc, ça va être retravaillé, mais ils ont laissé passer quand même. Tu sais, au fil des ans, on a une belle réputation, on n'a jamais fait de niaiserie. Là, tu sais, fait que, on a la chance d'avoir une belle relation et qui nous laisse traverser les lignes fréquemment sans problème. Tu sais, fait que, non, ça va bien. Là, ils ont sorti le chien, a senti nos bagages, a fait le tour d'autobus deux fois. Toujours une petite inquiétude que quelqu'un a quelque chose de plus ou moins légal. Ça a très bien été. Voici aux États-Unis officiellement vers l'Ohio. Yes, sir. Yes, parce que le premier match, on reviendra des capitales, mais le premier match officiel des capitales se joue demain. Pat contre Lac-Érié, hein, c'est bien ça? Exactement. Contre Lac-Érié, c'est à Cleveland, en fait. Let's go. Let's go. Est-ce que des fois, tu niaises, Pat, certains nouveaux joueurs recrues quand tu passes aux douanes? Parce qu'il y a un paquet d'histoires là, avec Michel et toi sur niaiser des joueurs recrues aux douanes, hein? C'est sûr que Michel est toujours le maître dans ça. Mais non, moi, je suis plutôt tranquille. On fait des petites craintes, des petites peurs aux joueurs. Il y en a des candidats solides en ce moment ici. Là. Mais donc, plutôt stiff, moi, m'assurer qu'il n'y a pas trop de niaiseries qui se font, ce qu'ils se disent aux douanes pour pas que ça soit compliqué, justement. Parce que, écoute, Yann, une petite histoire rapide, parce qu'on ne finira plus, là, mais Michel a déjà fait venir un joueur recru ou peu importe, un joueur quelques minutes avant les douanes pour dire là, on va te laisser un petit peu avant les douanes. Là, on va te donner du linge, bois, tu vas couper dans le bois. Puis là, il disait des niaiseries, là, 125 pieds, coupe à gauche, rentre à droite. Là, tu dis, ça se peut qu'il y ait des chiens, fais le mort. Écoute, tout ce qu'il n'a pas pu dire, mais hey, j'imagine ce gars-là. Je pense qu'il achetait ça comme un bon, lui, là. On a arrêté sur le bord de l'autoroute avant pour aller chercher les spikes du gars qui court plus vite. Le gars s'échauffait dans l'autobus. Il s'étirait pour pas se blesser à travers des douanes. C'était de toute beauté. Aïe, aïe, C'est aïe. bonne. OK, hey, reprenons, Pat. Fait que, comme on parlait tantôt, tu as joué un petit peu dans les petites ligues dans ton secteur, c'était ça. Après ça, tu as été rapidement recruté pour jouer du midget 2A, junior élite dans les Bombardiers de Sherbrooke. Ton frère était là, comme tu as mentionné, Danny, qui a joué dans les capitales aussi quelques années. Par la suite, tu t'es invité à l'ABC. C'est un peu là aussi que ça a pris la tangente le plus professionnelle. Tu t'es invité à l'ABC. Dans ces années-là, c'était un peu plus vieux, l'ABC, que présentement. Donc, tu t'en vas à Montréal, faire ton cégep et t'entraîner pour la première fois là, 12 mois par année. C'est bien ça? Exactement. Tu sais, pour moi, encore une fois, j'avais cette innocence-là là, de ne pas savoir c'était quoi
le chemin pour se rendre, pour gravir les échelons. J'ai toujours eu une grande facilité envers le baseball, ça a très bien été. Fait que je me suis jamais trop posé de questions, j'ai jamais joué une de trop, je savais même pas que ça existait, c'était pas un problème. J'ai eu l'opportunité. Quand j'étais arrivé junior, ça a été très, très bien aussi. Donc, arrivé à l'ABC, puis là, tout ce que ça amène par la suite, des collègues, des gars avec les équipes du Québec ont commencé à aller dans les collèges. Puis c'est ça, je me rappelle, moi, c'était après j'ai participé aux Jeux du Canada en 97. Puis ça avait très, très bien été pour moi. Puis tout de suite après, j'ai eu ma première offre officielle là, pour aller à Seminole, en Oklahoma, comme plusieurs autres Québécois. Là. Donc, ma première offre pour les Jeux collégiales, sur laquelle j'ai sauté, bien évidemment. En fait, j'ai amorcé l'université à Sherbrooke à ce moment-là. J'avais fait une semaine d'université. J'ai eu une offre très tardive pour partir à l'instant. Je me rappelle avec mon anglais approximatif, le coach de Redneck d'Oklahoma qui m'appelle et qui me demande, il me parle un peu de tout ça. Je me rappelle juste de lui avoir demandé, OK, vous êtes full scholarship parce que je n'aurais pas pu me payer d'y aller par mois. Il a dit oui, pas de problème. Donc là, je lui demande aussi, when do I go? Donc là, il me dit, well, you're going yesterday. You mean tomorrow? Oh, no, yesterday. As in right now. Donc, OK, là, j'ai compris, j'étais tout content. Oklahoma, super. Je ferme ça. Je m'en vais voir mon père, il avait 100 ans que c'est en 97. Mon père, il avait un grand atlas, là, papier, qu'on fait de la route. On va voir dans l'atlas, c'est où l'Oklahoma, aucune idée. Je me rappelle, je le suivais sur la map. Plus que ça descendait vers le sud, plus j'étais content. J'ai fait ma célébration tout seul comme un chien parce que j'étais tout seul chez moi. Mais ça a été le début d'un rêve parce que ça faisait quelques années que je commençais à y croire, étant donné que ça allait bien un peu partout. Est-ce que tu crois, Pat, aux professionnels à ce moment-là où là, c'était encore trop tôt, là, c'était juste la portion collège américain, c'était déjà un gros setup pour toi? Honnêtement, j'ai jamais pensé comme ça. Moi, je voyais pas les ligues majeures, je voyais pas rien. Je tripais sur le baseball. Oui, j'écoutais les expos à la radio. Le baseball était dans ma vie, était ma vie. Mais j'étais trop innocent dans le bon sens, je pense, pour voir qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui ne l'était pas. Donc, lorsque j'ai eu cette opportunité-là, c'était juste... Depuis quelques années, je voulais juste pouvoir me comparer. Je vais jouer contre les Américains. Si j'ai une vraie saison, on faisait un tournoi, une sortie quelconque avec l'ABC, par exemple. Ça peut arriver, mais en même temps, rien arrive vraiment parce que c'était vu 2-3 jours. C'était juste là, pour vrai, je vais avoir 56 matchs pour montrer ce que je peux faire statistiquement parlant, me comparant des joueurs qui, eux, on rêve à se rendre au niveau professionnel. Donc, si je suis bon, ben, ça va être quoi la prochaine étape? Ça a toujours été ça. J'ai jamais regardé en haut, jamais pensé, rêvé à ça. Dans mon village, j'imagine que ça se passait pas comme ça, puis on regardait pas, on pouvait pas tant rêver aux ligues majeures, ces choses-là, parce que personne ne l'a fait. Quand tu arrives collégial, Pat, de ton côté, tu parles plus ou moins anglais. Tu n'as pas fait de préparation de prep school ou de choses comme ça. Tu arrives là direct à l'université. Tu étudies en quoi, juste pour le fun? Ben, à l'Université de Sherbrooke, je venais d'entrer en éducation physique. Ceci dit, c'est 8 pas en arrière au niveau scolaire. Quand tu vas dans un junior college en Oklahoma, j'ai eu des A parce que je savais écrire mon nom dès la première session, donc j'étais assez fier de moi à ce niveau-là. Mais blague à part, l'école était plus difficile au Québec qu'elle ne l'était dans un junior college à tout le monde en Oklahoma. Donc, ça a grandement facilité mon immersion, si on peut dire, là, en arrivant là-bas pour mieux apprendre l'anglais et la socioculture un petit peu là-bas. Ça a été très facile au niveau académique. Et puis, évidemment, quand tu es en immersion quelque part, j'ai appris la langue très rapidement. Et puis, par la suite, ça a été acquis. De l'Oklahoma, où c'est très bien été, on avait le Séminole, on connaît les histoires, on n'a pas besoin de revenir, du livre d'Éric Gagné, de plusieurs Québécois qui sont passés. C'est un régime un peu militaire, très, très, très strict. L'entraîneur, Lloyd Simmons, c'est une légende vivante aux États-Unis. Mais c'est un fou, on avait des entraînements punitifs toutes les semaines. On avait
il veut que tu vives le baseball, que tu grandisses là-dedans. Et puis, je suis devenu un homme là-bas. Je suis parti un kid, je suis devenu un homme. J'ai appris à jouer au baseball, j'ai appris énormément. Il n'y avait pas de règlement. On a un NCAA Division 1, il y a plein de règlements d'heures d'entraînement par jour, etc. Joe College, les règlements, c'est coach ici qui les écrit. Il y a pas, c'est pas tellement surveillé. Donc, on s'est entraîné des heures et des heures par jour. On avait l'entraînement le matin primitif. On retournait l'après-midi faire soit de la muscu, soit d'autres choses. Après ça, on s'entraînait en baseball, on jouait. S'il n'était pas content, on revenait après manger un autre entraînement. Ça n'arrêtait pas. Mais en même temps, moi, j'allais là pour ça. Il n'y avait pas de questionnement là. J'ai tellement appris, j'ai grossi, j'ai grandi parce que tu t'entraînes, tu manges, tu pratiques, tu recommences. J'ai grandement apprécié l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté y aller. Ceci dit, on était top 3 aux États-Unis, on est allé en série mondiale, j'y ai joué là-bas. J'ai été évidemment ouvert plusieurs portes par la suite, ce qui m'a permis d'aller à mon prochaine étape qui était universitaire, Division 1. C'était des questions avant de parler de ce changement-là. Attends un petit peu, effectivement, c'est intéressant le parcours dans l'université des Junior College. Juste pour dire à ceux qui nous écoutent, Pat est figé, fait que ça donne bien. Le timing est bon, Yann. Pour ceux qui. L'université aux États-Unis, c'est 4 ans. Tu as des parcours plus réguliers qui sont pas vrais. C'est après 50-50. On va encore parler d'Édouard Gien, mais Édouard Gien, lui, est allé à l'université Auburn direct, puis il aurait fait ses 4 ans à l'université. Évidemment, il a été repêché professionnel, donc il n'a pas fini ses 4 ans, mais la majorité des Québécois canadiens font les junior college, qui équivaut pour les 2 premières années de 4 ans. Donc, oui, c'est plus facile au niveau scolaire. Donc, ça te permet de t'acclimater au niveau de la langue de l'école. Tu vas chercher des notes scolaires américaines, tu vas chercher des chiffres de baseball aussi qui te permettent de mettre sur la map USA pour après ça aller te chercher les 2 dernières années. Et tu gradues, tu as ton diplôme de ton université. Patrick, l'université Hawaii qui est allé, on en reparlera. Bon, belle destination d'ailleurs. Il y a son diplôme de l'université d'Hawaii, pas de son junior. C'est un peu comme le cégep ici. Oui, tu peux graduer en sciences, peu importe quoi, mais tu as un diplôme, mais ça ne donne rien officiellement pour ton travail. Puis une belle petite histoire de potin que Patrick aime toujours ça rappeler à notre ami Christian Chénard. Patrick et Christian se sont affrontés aux séries mondiales des petites ligues, pas des junior college. Il y a les séries mondiales de la NCAA, les séries mondiales des junior college, et ils se sont affrontés, Christian, dans un collège de New York. Donc, quand même, une belle histoire que 2 Québécois s'affrontent. Mais malheureusement pour Christian, le résultat de la confrontation a été un circuit de Patrick Scalabrini contre Christian. Et voilà. Alors, ça fait partie de l'histoire. Christian savait, et il le sait encore plus aujourd'hui, de ne pas me lancer de balle glissante. Ça va être borné, mais à un moment donné, il faut que tu apprennes aussi. Alors, bon, fait que Pat, belle histoire. Donc, tu t'en vas à l'Université Hawaii. Ça aussi, je pense qu'à partir de ton séjour à Oklahoma, tu as commencé, même encore à ce jour, tu aimes beaucoup voyager, connaître d'autres cultures, donc, ça faisait partie vraiment un peu de tes choix. Puis Pat, si je ne me trompe pas, c'est suite à tes bonnes performances en série mondiale qui t'envoie à l'Université Hawaii, n'est-ce pas? Hein? Oui, exactement. C'est sûr que je commençais à avoir de l'intérêt. C'est mon année que j'étais All-American. J'ai frappé 25 circuits cette année-là. J'ai eu quand même beaucoup d'intérêt envers moi. Aux séries mondiales, je me rappelle, les coachs d'Hawaii m'avaient contacté avant. J'avais eu un très, très bon tournoi. Puis, il était venu me parler, puis même tout de suite après les séries mondiales, il était venu me parler. Puis, je me suis beaucoup questionné, j'ai dormi là-dessus, j'ai posé 2-3 questions à mon père, entre autres, qui, lui, aucune idée de qu'est-ce qui est quoi. Fait que on n'était pas tellement guidé à ce niveau-là. Finalement, je me suis juste retenu, je me suis questionné, j'en suis venu à la conclusion que j'allais regretter toute ma vie si je n'allais pas prendre l'offre d'aller demeurer à Hawaii, faire mon université là-bas, tout inclus. Voilà. Je m'étais dit, si je suis bon au baseball, peu importe où je vais avoir une chance d'aller jouer au prochain niveau par la suite. Fait que, évidemment, aucun regret. C'est une autre adaptation parce qu'à Hawaii, oui, officiellement, tu es aux États-Unis, mais on s'entend, c'est un pays dans un sens, c'est pas la même culture tant que ça que les Américains. Là. Zéro, effectivement. Puis, ça a été en grande partie pourquoi je suis allé là aussi. Autant j'ai apprécié mon séjour
je suis redevable à Coach Z, ce qui est arrivé en Oklahoma. Autant je voulais aller à l'endroit le plus différent possible de l'Oklahoma pour différentes raisons. Fait que, évidemment, Hawaii représentait tout ça. Puis l'opportunité était fantastique. Je suis allé là, j'ai sauté là-dedans. Ça a été vraiment une expérience différente. Et puis, j'ai, pour la première fois, un peu pogné mon Waterloo parce que ma première année, là, ça a été difficile. Là, j'ai enfin atteint un niveau où ça a été top. Autant je me suis entraîné très fort, autant j'ai passé dans le tas sans trop me poser de questions. L'Oklahoma, il y a eu énormément de défis parce que c'est difficile comme adaptation, mais j'ai eu beaucoup de succès dès le départ. Là, à Hawaii, ma première année, là, j'ai affronté un niveau vraiment plus élevé que je n'avais jamais vu et ou affronté. Fait que, là, ça a pris de l'ajustement. Ma première année, mon année junior, ça a été beaucoup plus difficile. J'ai eu des chiffres très ordinaires. Fait que là, ça a été zéro de remise en question, mais là, ça a été un rappel que ça ne sera pas facile, tu sais, puis qu'il va falloir encore redoubler l'affaire. Fait que ça a été le cas. Puis ma dernière année, ma deuxième année là-bas, ma senior year, qui a été ma dernière année d'éligibilité, là, il y a eu un déclic. Ça a recommencé à aller très, très bien. Je suis devenu un peu le leader de l'équipe. Puis, Bon, là, après ça, Pat, explique à nous et aux gens, il se passe quoi après ton parcours à Hawaii, qui devait être incroyable d'ailleurs, mais il se passe quoi après ce parcours-là? Qu'est-ce que tu fais tout de suite après le dernier match à Hawaii? Oui, bien, c'était bizarre. Je n'avais pas fini mon université non plus. Après ma senior year en 2001, les Capitales de Québec venaient de commencer. C'était en 99 que les Capitales ont débuté. Donc, en 2001, évidemment, à ce moment-là, c'était coach Jay Ward qui était en chef, mais il y avait Stéphane Bédard qui était assistant entraîneur. Donc, j'ai reçu un moment donné, Steph m'a contacté pour voir si ça m'intéressait. Évidemment, je ne connaissais pas du tout les Capitales, mais évidemment, l'idée d'aller jouer professionnel me tentait énormément. Je savais que j'avais une très bonne année collégiale, mais je n'avais pas eu pas parlé à beaucoup d'équipes, donc je me doutais qu'il n'y avait rien qui allait arriver par la suite. Donc, j'ai sauté sur l'offre. Après mon année senior year, je suis venu à Québec immédiatement après ma saison. Évidemment, le camp d'entraînement était terminé parce que l'année collégiale se termine un petit peu plus tard. Donc, j'allais rejoindre les Capitales en tant que joueur réserviste pour jouer ma première année, pour apprendre à jouer au baseball professionnel, pour frapper avec un bâton de bois pour la première fois de ma vie ou à peu près. C'est pas comme aujourd'hui. On apprend jeune aujourd'hui à frapper avec du bois, mais à ce moment-là, notre début professionnel, t'apprends tout. Donc, je repartais un petit peu à la base pour bien des choses. J'ai bien débuté, j'ai eu la chance de vivre plein de belles expériences. Mais ça a été une autre expérience difficile après avoir joué 60 matchs collégiales, en jouer 95 immédiatement. Je me rappelle que mon corps et le mental avaient cassé à un moment donné parce que j'étais complètement brûlé. Puis une année décevante. J'ai quand même mérité un poste, j'ai pu me mériter d'y retourner l'année d'après, mais c'était en dessous de mes attentes, évidemment. À la fin de cette année-là, j'ai eu la chance de retourner à l'université pour finir mon bac là, à Hawaii. Donc, il m'offrait de garder ma bourse et tout ça pour retourner finir ma cinquième année pour finir mon bac. Donc, il fallait travailler sur le campus là-bas. J'ai eu un boulot très difficile. On m'a demandé d'être en charge de l'équipe féminine de volleyball ainsi que l'équipe féminine de soccer pour leur en musculation et tout ça. Donc, je veux dire, ça a été difficile. Ça a été difficile. On s'en est remis. Ben difficile. Puis là, c'est là, Pat. Après tes premières années au Capital, parce que tu as fait quelques séjours au Capital, tu t'en vas à Winnipeg ou tu t'en vas professionnel? Tu t'en vas baseball affilié? Ouais, mais là, après ma deuxième année des Capitales, un peu, j'ai fait le même principe. Je me suis entraîné fort. J'ai essayé de trouver qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, puis m'adapter, puis corriger toutes ces lacunes-là. Je suis revenu ma deuxième année avec les Capitales avec un changement aussi d'entraîneur et tout ça. Puis ça a cliqué, ça s'est vraiment mis à bien fonctionner. J'ai été recruté l'année dans la Ligue. Et de là, j'ai pu signer avec les Cubs de Chicago un contrat pour aller au camp d'entraînement avec eux. Cette année-là, pendant l'hiver, je me suis entraîné à Montréal, à l'ABC, dans la petite cage, dans le noir, en bas, au Centre-Claude. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu.
Je suis allé au camp d'entraînement, à mon avis, prêt pour performer. Avec un certain recul, j'ai réalisé que je n'étais pas prêt du tout, que ma préparation laquait gravement. Donc, je suis arrivé là contre des gars qui avaient joué tout l'hiver, qui s'étaient entraînés. J'ai à peu près pas eu de chance de briser une équipe. J'ai été libéré très rapidement du camp d'entraînement. Évidemment, des frustrations et tout ça. Je me suis regardé dans le miroir, on s'est essuyé, on est reparti. Puis de là, j'ai commencé à rouler ma bosse un petit peu. Comme JP l'avait mentionné tout à l'heure avec l'Université d'Hawaï, c'est ce qui m'a un peu donné la piqûre de voir le monde, de voyager, d'apprendre de nouvelles cultures et tout ça. Donc, ma passion pour le baseball était toujours là. Mais à partir de ce premier gros échec-là, je m'étais dit que je vais continuer à vivre cette passion-là jusqu'au le plus loin possible, mais je vais aussi essayer de trouver de l'utiliser pour aller voyager, pour aller triper, pour aller découvrir le monde. Donc, ça, j'ai choisi d'aller à Winnipeg l'année d'après. On s'entend que c'est pas ce qu'il y a de plus exotique. Mais il y avait un attrait intéressant parce que Winnipeg est un super marché. Il y a 17 000 partisans par match et tout ça. C'est un calibre quand même qui était un petit peu supérieur à ce moment-là. Donc, j'ai décidé d'aller tenter ma chance là-bas et de vivre d'autres expériences dans une autre ligue. Encore une fois, ça a bien été. Donc, je me suis replacé un petit peu. L'année 2004 a été ma meilleure saison en carrière au niveau professionnel. C'est l'année que j'ai tapé 20 coups de circuit là-bas. Quand j'ai été joueur de l'année là-bas, là, ça l'a levé. Là, j'ai eu l'occasion, encore une fois, j'ai eu quelques offres. Puis là, j'ai signé avec les Orioles de Baltimore. Puis là, je me suis dit, là, je vais m'assurer cette fois-ci que personne ne me dise non, que personne ait l'opportunité de ne pas me garder. Donc, là, je m'étais amélioré évidemment au fil des ans. Mais puis, j'étais allé en Californie pendant l'hiver pour m'entraîner vraiment fort pour vrai, pour jouer dans des matchs, pour être dehors à tous les jours, pour avoir l'opportunité d'arriver au camp prêt pour vrai cette fois-ci. Puis, d'être capable de me regarder dans le miroir et dire que là, j'ai vraiment tout fait de mon côté pour être capable de vivre cette vraie expérience. J'étais au camp d'entraînement, j'ai tout expliqué, ça a super bien été. J'étais un des meilleurs frappeurs. Je m'entraînais avec le 2A à ce moment-là. Honnêtement, lors du camp d'entraînement, je pense que j'étais le meilleur frappeur du 2A. Il y a certains qui allaient me garder. Ça se fait qu'ils me gardent pas. Heureusement, ça a été le cas. Ils m'ont envoyé dans le fort immédiatement, ce qui était quand même au-dessus de mes attentes, puisque je n'avais jamais joué au niveau affilié professionnel. J'ai eu l'occasion, la chance de faire l'équipe, de commencer ça, puis là, de vivre mon vrai rêve des dernières années. Autant je disais, quand j'étais TQ, je voyais pas trop loin, je pensais pas trop à ça, mais là, en ayant joué collégial, en ayant joué affilié, pas affilié, pardon, mais dans les ligues indépendantes, je voyais le monde, je me comparais, je voyais quelque chose. Il me semble que je serais capable aussi, puis ça me ferait cette fierté-là de pouvoir savoir que j'ai quand même joué professionnel affilié. Puis, tous ces petits moments-là de jouer ton premier match, ton premier coup sûr et ces choses-là dans des villes perdues des États-Unis, c'est quand même des souvenirs dont je me souviendrai toujours, évidemment. C'est un peu tout ça. En même temps, dans le Rofford, je jouais avec plein de joueurs qui sont rendus dans les ligues majeures. Je frappais à tous les jours avec Nick Markakis qui a joué 15-18 ans dans les majeures, qui est un excellent frappeur. Adam Lowen a été le lanceur de l'année dans notre équipe à ce moment-là. Jim Johnson était le closer des A's d'Oakland de Baltimore plusieurs années. C'était mon roommate. Fait que c'est tous des gars qui sont très, très, très talentueux. Et en frappant tous les jours avec Nick Markakis, puis un autre qui est moins connu. Moi aussi en voyant que ça allait moins bien que je pensais. Ça allait correct, des chiffres honnêtes, mais c'est là que j'ai un peu compris aussi que c'était peut-être le plus haut niveau auquel je pouvais accéder, où mon talent m'a amené, où mon travail m'a amené. J'ai joué mon année au complet, j'ai gagné un championnat. C'était incroyable, mais j'ai comme compris aussi, encore une fois, en frappant tous les jours avec Mark Akis, tout ce qu'il faisait, c'était plus facile que moi, c'était un peu mieux que moi, il ne travaillait pas trop là-dessus. Il y en avait des Nick Markakis dans ce monde-là. Fait que vraiment, encore une fois, apprécier le moment présent. Mais j'ai compris aussi au bout de cette année-là que au niveau de Ligue majeure et tout ça, ça serait pas pour moi comme joueur.
mais ça n'empêcherait pas que je pourrais continuer à vivre de ma passion, triper dans ma passion, puis d'utiliser le baseball pour grandir. Mais ça me fascine ce que tu viens de dire là parce que tu sais, de l'œil externe du partisan, tu vois des gars dans le A ou dans le 2A ou dans le 3A, puis tu as l'impression que les lanceurs, il y a genre 1 ou 2 000 à l'heure de différence entre eux autres, à peu près, gros maximum, un peu plus de précision quand on monte les niveaux. Tout ça, c'est pour la personne à l'externe, tout semble marginal, la différence. Un joueur de calibre 2A puis un joueur des majeurs, tu n'as pas l'impression qu'il y a une si grosse marge que ça en termes de exit velocity ou de choses comme ça. Mais quand tu le vis de l'intérieur, tu as l'impression que autant que ça peut être proche, qu'en même temps, ça semble assez loin, éventuellement, d'être de ce calibre-là. Je me trompe-tu ou c'est ce qui a l'air marginal l'est pas pantoute? Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a tellement de subtilités puis de choses à considérer. Tu sais, mettons, parlons de frappeur. À ce niveau-là, on est tous capables de frapper des balles en dehors d'un stade. On est tous capables de faire un jeu incroyable, de lancer fort, un but, tout ça. On est tous là. C'est juste les gars qui sont capables de le faire avec plus d'aisance en forçant un peu moins, puis surtout de le faire à tous les jours, puis de répéter à tous les jours, puis de ne pas se laisser atteindre. C'est surtout le côté mental au baseball, c'est tellement difficile d'essuyer échec après échec, surtout quand tu as une petite blessure, quand ça se met à aller un petit peu moins bien. Tu sais, les vrais, là, pour qui c'est plus facile, pour qui mentalement, ils sont à peu près inatteignables. Tu sais, tu le vois assez vite. Moi, je, j'étudiais la game, j'avais une bonne approche et tout ça, mais j'avais des détails. Quand ça se mettait à aller mal, j'avais de la misère à leur virer de bord et à retrouver ce qui allait pas. Je voyais des gars qui il y avait des mauvaises séquences où tu pensais mal virer tout, le meilleur joueur de l'histoire de l'humanité, même si ce n'était pas nécessairement le cas, mais ça va tellement loin des fois d'être capable de garder ce niveau de confiance-là. Évidemment, ça va avec un niveau, un talent indéniable, mais c'est ça. Bref, c'est l'ensemble de son œuvre. Puis, tu sais, les lanceurs, c'est le même principe. L'amateur moyen me parle de joueurs qui lancent. On parle de vélocité pour m'expliquer qu'un lanceur est bon. J'en ai tellement rien à foutre de la vélocité pour expliquer ça. Tu sais. Tout le monde lance 90-12 à niveau professionnel. Tu peux pas me dire que quelqu'un est bon parce qu'il lance 90-12. Il y en a des milliers. C'est le mouvement, c'est de savoir ce qu'il fait. C'est tellement de choses bien plus importantes que juste la vélocité. Fait que, tu sais, il y a des longues conversations à avoir avec plein de monde à ce sujet-là. Mais pour y avoir été, pour m'être frotté à ces gars-là pas mal quand même, à un niveau adéquat, ben, j'ai compris assez vite c'était qui allait se rendre plus facilement que d'autres. Il y en a qui font des belles surprises et qui trouvent une façon de s'y rendre. Mais moi, pour ce que j'avais, j'ai compris que c'était mon niveau. Intéressant. Entre la fin de saison avec les Orioles, que tu viens de parler, que tu gagnes un championnat, puis un retour avec les Capitales, il y a quand même quelques années, ton retour qui est encore toujours là, que tu n'auras jamais requitté. Il y a quelques étapes. Explique-nous rapidement, c'est quoi ces étapes-là, Pat? Ouais, mais les étapes suivantes, c'est suite à ça, suite à la réalisation que bon, mon trip de rêve de Ligue majeure, c'est pas mal terminé, mais de belle façon. J'étais zen avec ça, j'étais extrêmement reconnaissant envers l'organisation des Orioles de m'avoir fait vivre cette expérience. Donc après ça, là, j'ai viré un petit peu à mon idée d'aller vivre, d'aller découvrir le monde, d'aller voyager et tout ça. Donc, évidemment, avec mes saisons indépendantes, ma saison de 20 circuits à Winnipeg, je pouvais choisir où j'allais jouer dans l'indépendant. Là, j'ai décidé d'aller jouer à Saint-Paul, qui était le plus gros marché aux États-Unis pour différentes raisons. Entre autres, on allait à la fin de l'année faire un voyage au Japon, faire une tournée au Japon, jouer des matchs là-bas contre des équipes professionnelles et tout ça. Donc, c'était très intriguant pour moi. Entre autres, on était là, on a perdu en grande finale, j'ai une belle saison, j'ai apprécié l'expérience. Je savais que ça allait être pour une saison là-bas. À la fin de ça, on est allé au Japon faire cette tournée-là. Donc, on a vécu ce trip-là. J'ai même changé mon vol. Je suis revenu tout seul une couple de semaines après pour aller vivre, aller découvrir le pays. Nice. Dans la même année, j'ai eu un appel d'équipe nationale. Donc, je suis allé faire une Coupe du monde avec l'équipe nationale canadienne à Cuba. Donc, j'ai découvert cette portion-là aussi. Ça a été assez trippant d'aller vivre
ma première fois là-bas, de découvrir cette culture-là un petit peu, de voir leur passion pour le baseball. Tu sais, je me rappelle, on jouait des matchs au stade Latino America. On avait joué contre Cuba à la télé, évidemment. Tout le pays devait regarder le match. Le lendemain, on se promène en touriste pour découvrir. Les gens nous reconnaissaient, nous parlaient du match, riaient de nous autres pour avoir pris des mauvaises décisions. Tu sais, c'était fait avec le sourire, mais tu sais, on ressentait la fierté de leur sport national et tout ça là-bas. Tu sais. Encore une fois, rouler ma bosse, voyager beaucoup, utiliser le baseball pour tout faire ça. J'étais allé passer l'année, en fait, après tout ça, j'étais allé passer l'hiver en Australie, donc j'étais allé jouer dans une ligue d'hiver là-bas pour jouer au baseball, évidemment, mais pour découvrir le monde encore une fois. Fait que j'ai poussé tout ça aussi longtemps que je le pouvais. À un moment donné, comme tout le monde le dit ou le dirait ou le pense en ce moment, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de faire un jeu d'enfant puis que tu ailles vers le marché du travail et que tu sois un homme sérieux. J'ai 46 ans, là, je vais y arriver à un moment donné. Là, je vais être sérieux à un moment donné. Mais moi, je jugeais qu'à 26 ans, c'était pas le temps encore. Alors, j'ai eu l'appel de Michel Laplante de revenir à Québec pour finir ma carrière ou pas, mais pour revenir jouer dans le coin. Alors, j'ai toujours dit et voulu revenir terminer ma carrière à Québec. Donc, je m'étais dit que c'était le temps. Donc, en 2017, j'ai laissé Michel me ramener à Québec, si on veut, pour revenir quelques années après mes débuts en 2001. Et puis, quelques années comme ça, là, je ne m'attendrai pas à ça, mais rapidement, Michel m'a offert le poste d'entraîneur des frappeurs avec lui parce qu'ils sentent un certain leadership de ma part dans la chambre et tout ça. Donc voilà, je suis devenu son assistant entraîneur pour une couple d'années. Excuse, Poppy, aussi, Pat, c'est une manière, tu le fais encore présentement, on le voit avec KJ White, c'est une manière aussi de garder tes vétérans plus heureux, mieux rémunérés, tu as un salaire de coach, un salaire de joueur aussi. Fait que à ce moment-là, tu étais effectivement rendu là. Oui, exactement. Puis, tu sais, je pense qu'on faisait une belle équipe aussi. Michel voulait me garder dans l'entourage. Un paquet de choses comme ça. Puis, je pense que ça a bien été. On a eu des belles saisons. Tu sais, l'année 2009, je faisais les deux. En fait, j'allais faire les deux rôles. Finalement, je me suis retiré comme joueur au début de la saison lorsque Pierre-Luc Laforêt a démontré de l'intérêt à venir avec nous. Mais j'étais quand même entraîneur des frappeurs à ce moment-là. Et puis, vers la fin de l'année, j'ai remis mes crampons pour finir l'année, les 12 derniers matchs ainsi que les séries éliminatoires. Donc, ça a été des beaux moments parce que ça s'est avéré la fin de ma carrière de joueur. Je ne le savais pas à ce moment-là. Mais j'ai pu finir sur une note incroyable. Tu sais, 2009, on s'en rappellera tous longtemps. L'année d'Éric Gagné, l'année de notre premier championnat, premier vrai championnat. Les gens de 2006 vont être fâchés que je dise ça, mais le premier des 5. Donc, un peu une année qui a remis les capitales, sans dire les mettre sur la map, mais qui nous a fait connaître beaucoup plus au niveau international avec Éric Gagné, avec tout plein de choses qui sont arrivées cette année-là. Donc voilà, on était beaucoup de Québécois. On était 11, je pense, à un moment donné sur le terrain. C'était une année vraiment fantastique. Et puis, à la fin de cette année-là, avec le championnat, moi, je m'entraînais très fort à l'idée de revenir dans le même rôle un peu l'année suivante. Puis Michel, de nulle part, un jour, m'a appelé pendant la saison morte. En fait, j'étais avec le sport-études en Floride. Et puis, il m'a dit que ça ne tentait plus tant que ça d'être entraîneur. Puis il m'offrait le travail. Voilà, ça a été la fin et le début d'une nouvelle ère. Juste, il y a plein d'affaires qui passent dans la tête, évidemment, je ne pourrais pas te les dire, mais on va te revoir durant l'été, Pat, mais tu l'as mentionné rapidement, mais Yann, c'est important aussi de mentionner que Patrick est un joueur, entraîneur, puis il s'est retiré lui-même par gars d'équipe parce qu'il y avait Pierre-Luc Laforêt qui venait de jouer dans le baseball majeur, qui n'avait plus d'emploi dans le baseball majeur, qui lui aussi voulait terminer sa carrière sur une bonne note, venir vivre l'expérience Québec. Donc, Patrick s'est retiré par lui-même pour éviter des conflits, quoi que ce soit. C'est assez hot, pareil. Il n'y a pas grand joueurs qui font ça. Tu as été récompensé par la vie, Pat, parce que comme tu as dit, l'autre année, tu as fini l'année comme joueur, puis bien finir ça en 2009. Fait que, bref, chapeau à toi, mais c'était intéressant. Et jamais depuis ce jour, depuis 2010, que tu es entraîneur-chef, hey, c'est ta 13e saison. 13e, moi, c'est ça. Mais juste pour finir là-dessus, oui. Ce qu'il faut comprendre de cette histoire-là, c'est que Michel Laplante, étant Michel Laplante, c'est le gars le plus loyal qu'il n'y a pas, puis il croit à ces choses-là.
Et Michel avait dit non à la base à Pierre-Luc Laforêt, qui savait tous, nous autres, que Pierre-Luc allait être le meilleur joueur, pas des capitales, il allait être le meilleur joueur de la Ligue. Puis il avait aussi nous amené une crédibilité. Il venait de finir des Ligues majeures, il allait être le meilleur frappeur de la Ligue. Moi, Patrick Scalabrine, je me trouve quand même assez cool, mais je suis assez intelligent et assez humble pour savoir que Pierre-Luc Laforêt, au baseball, il est pas mal meilleur que moi. Et je me suis dit, bon, regarde, au pire, je vais me tasser. Pierre-Luc jouera, on va l'acquérir à droite du je le connaissais, on avait joué ensemble à l'AVC et tout ça. Puis, tu sais, si je vais m'entraîner, lorsqu'il y aura une ouverture, lorsqu'un des vétérans se blessera ou quoi que ce soit, bien, je réintégrerai la formation, il n'y a pas de problème. C'est pas arrivé jusqu'en fin de saison, mais c'est ça. Michel étant aussi loyal, peut-être que moi, en 2023, j'aurais pas, en tant qu'entraîneur-chef, j'aurais parlé à mon coach de frappeur pour peut-être lui expliquer, l'aider à prendre la décision. Michel n'a pas fait ça, mais bon. Les statuts de joueurs, pourquoi que les deux ne pouvaient pas être ensemble, c'est que tu as un maximum de joueurs vétérans. Ça, c'est tant de saisons. Fait que Patrick et Pierre-Luc avaient le même statut, il y en avait déjà d'autres aussi. Puis Michel avait un petit peu refusé à la base, Pierre-Luc Laforêt. Même histoire avec Éric Gagné, quand il l'a appelé, il disait hey, je veux jouer avec les Capitales. Mais non, mais là, ça ne marche pas de même. On a déjà tout un portrait, etc. On a déjà des joueurs. Finalement, là, tout s'est bien dans ce cas-ci. C'est personne qui s'est retiré lui-même. Je pense que c'est un de Greg Stevens à l'époque qui a quitté là, parce qu'il n'était pas si bon que ça. Mais bon, tout a bien viré finalement. Ben, c'est la perception que j'ai tout le temps eue du côté des capitales, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de club-école, qu'il n'y a pas de place pour aller chercher, et les règles semblent quand même assez strictes au niveau du roster, j'ai l'impression que vous avez un gros casse-tête à faire à chaque année de ce côté-là, puis que quand il arrive une problématique, vous devez un peu innover pour patcher un trou éventuellement, parce que c'est quoi, c'est 25 spots que vous avez, mais en plus, comme JP disait, il y a vraiment des règles spéciales qui s'appliquent à toutes sortes de joueurs. Là. Oui, vraiment. C'est simple un coup, que tu connais, pardon, toutes les petites règles. Mais en gros, c'est juste qu'on a 24 joueurs. Là, en ce moment, ça prend un minimum de 10 joueurs recrues. Puis donc, tu as un maximum avec les vétérans de 14 joueurs d'expérience. Tu as le droit à 4 de ces 14 joueurs d'expérience-là. Ils ont le droit d'être vétérans. Donc, en gros, c'est ça. Il y a une masse salariale, évidemment, très stricte à respecter. Et tout ça. Mais en gros, c'est pas si compliqué à grande échelle. Au day-to-day, il y a plusieurs défis, blessures, pas blessures, de bouger les joueurs, ça peut être compliqué par moment. Mais c'est assez simple un coup que tu as ton puzzle devant toi, puis tu le comprends, puis tu as des joueurs un peu qui peuvent être accessibles rapidement en cas de blessure, en cas de sous-performance, etc. Est-ce que je me trompe, Pat? Ma question, hein, c'est quoi la plus grosse adaptation que tu as à faire ta première année entraîneur-chef? Est-ce que, je vais te laisser répondre, mais est-ce que je me trompe que ça a peut-être été une petite affaire moins pire pour deux raisons? Tu avais déjà la graine d'entraîneur en toi. Je me rappelle, moi, en 2007, je coachais avec Michel, puis j'avais été impressionné, évidemment. Là, maintenant, c'est plus ça, c'est plus technologique, mais Pat, il avait son petit cahier, il prenait des notes sur chaque lanceur, quel compte, etc. Maintenant, c'est les ordinateurs, puis c'est 5 gars qui font ça pour les équipes pro, mais tu avais déjà cette graine-là en toi. Et si je ne me trompe pas aussi, ce club-là était très fort. Ça avait commencé, je pense, une série de victoires de, je ne sais pas, fait que, toute l'espèce de transition, c'est quand même bien fait. C'est-tu deux bonnes raisons? Vraiment, je pense que oui. Ce qui a facilité ça, c'est effectivement le fait que on venait de jouer ensemble, on venait de gagner un championnat ensemble. J'ai faire la comparaison d'aller à la guerre ensemble, c'est loin de ça. Là. Mais on venait de traverser des épreuves, des moments tough, des moments incroyables, des moments magiques, tout le monde ensemble. Puis j'étais un des leaders pareil de cette équipe-là à ce moment-là. Je pense que j'ai acquis un certain respect de la part de mes pairs à ce moment-là. Donc, de passer l'année suivante puis de tomber en chef, techniquement de tomber dans le boss de certains d'entre eux, ça aurait pu être problématique. Et on avait tellement un noyau fantastique de gars incroyables qui me respectaient énormément pour avoir été un de leurs pairs, puis j'ai toujours respecté mes coéquipiers, évidemment. Donc, je pense que le respect de mes joueurs était vraiment là, puis ils m'ont supporté dès le départ, ils m'ont aidé avec mes forces et mes faiblesses, évidemment. J'avais plein de faiblesses, mais pour être bien honnête, là, Michel Laplante, c'est pas un grand travail d'offrir ce job-là. J'avais jamais coaché une game. De m'offrir
moi, Pascal Rémy, d'aller coacher une équipe professionnelle quand je n'avais même pas coaché du Pee-Wee, c'était assez osé. C'est pire que Martin Évidemment, Saint-Louis, finalement, ton affaire. Martin Saint-Louis, moi, il avait coaché puis oui, lui. exact. Vraiment, vraiment. Fait que, tu me demandais les défis, là, il y en a eu plusieurs. Honnêtement, ça faisait une dizaine d'années que je jouais, que j'évoluais au niveau professionnel. Fait que, je voyais, puis effectivement, j'étais un étudiant de la game. Je me suis rendu au niveau où je me suis rendu, oui, par mon talent, mais vraiment par le travail, puis par mon approche, puis comment j'étudiais un peu tous les lanceurs, j'étudiais comment m'adapter. Ma force a été tout le temps de m'améliorer d'année en année par mon adaptation, un peu par réflexion. Puis, je pense que d'avoir autant étudié, réfléchi la game, ça m'a permis de me rendre là un petit peu puis de m'adapter plus facilement. Mais ça allait vite en bataille au début. Là, comme joueur, tu ne penses pas à 3 manches plus tard, tu ne penses jamais à 3, 4 options. Comme coach, il faut assez rapidement que tu réalises que si tu n'as pas 2, 3 plans, selon comment que la game peut virer dans ta tête à 2, 3 manches à l'avance, ben, il est trop tard. Fait que, il a fallu que j'apprenne rapidement. J'ai sûrement fait des erreurs grossières lors de mes premières années. Mais on apprend sur le tas. On a quand même bien fait ça malgré tout, je pense. Oui, Yann, c'est ça, juste avant, écoute, on pourrait en parler pendant une demi-heure, puis je te dis, Pat, on va se revoir cet été, mais tu sais, c'est pas pour les gens de l'extérieur, c'est Capital, c'est une grosse équipe, c'est un gros marché dans le baseball indépendant. Là. Le succès sur le terrain, c'est pas un accident. Là. Pat, il travaille très, très fort tout l'hiver pour recruter les joueurs, les bons joueurs avec le bon fit, excusez-moi l'anglicisme, des valeurs et de la chimie capitale, des bons coéquipiers, des bons êtres humains qui vont respecter la communauté, qui vont arriver ici, qui ne vont pas casser ça, Québec, une gang de Français, qui a de la neige. Donc, il y a beaucoup de travail en amont de fait. Oui, à un moment donné, il s'est bâti une belle culture, là, que les gars veulent venir, puis on va en parler à certains vétérans cette année qui ont quasiment cogné à la porte, disaient Hey, j'aimerais ça vivre l'expérience Québec, mais bref, félicitations à toi, Pat. Il y a une grosse machine autour des capitales, mais comme je te dis, entre les deux lignes, c'est toi. Tu as carte blanche, puis ça, c'est pas. Je l'ai vécu 2 ans, Yann, avec Pat, puis c'est pas un accident, le succès de tout ce succès-là. Puis même avec la transition de la nouvelle ligue, le championnat de l'an passé aussi, pas encore une fois, c'est pas un accident. Fait que félicitations pour tout ça, Pat. Très gentil, merci, j'apprécie, JP. Ensemble, on a eu vraiment des 2 années incroyables. Ça démontre aussi un petit peu peut-être que malgré les succès, je dois être un être humain extrêmement déplaisant à côtoyer au day-to-day parce que je garde jamais mes assistants entraîneurs très, très longtemps. Je suis capable de me regarder dans le miroir, celle-là aussi, là, mais en tout cas, on reviendra pour un autre podcast. Mais écoute, ça me fait penser à une question, justement. Une des raisons pourquoi il y a du roulement, peut-être dans le personnel d'entraîneur. Je regarde ce que tu es en train de faire. Tu es dans un autobus. Je veux dire, tu as 42 ans. Là, dans un autobus, 9 heures de temps, tu t'en vas à Cleveland. Tu n'es plus un ado, là. Tu n'es plus un jeune fringant de 21 ans. À un moment donné, ça doit être dur sur le corps aussi. Vous voyagez beaucoup de nuit, tout ça. Comment tu trouves ça là, pour un homme rendu assez mature de faire encore cette vie-là de baseballeur qui est carrément celle des joueurs, mais qui ont tous 25-26 ans dans l'autobus quasiment? Oui. Honnêtement, j'adore encore ça. J'ai encore cette passion-là. Tu sais, j'ai 46 ans. Puis Oh. j'ai pas encore travaillé une journée dans ma vie. Là. Fait que, tu sais, j'ai pas de job encore. J'aime ce que je fais. Il y a des moments tough, c'est sûr. Il y a des moments frustrants. Et ça vient qu'un stress, évidemment, tu sais, de bâtir une équipe quand même gagnante, même si ça vient pas mal de moi-même, cette pression-là. Mais j'adore ça. Il y a des pour et des contre comme tous les travails, mais je changerais encore aujourd'hui, je changerais ça pour rien au monde. Euh, je t'avouerai cependant qu'en fin de carrière de joueur, je commençais à la trouver tough. Là, les retours et les matchs en venant d'un voyage la nuit, ça commençait à être plus tough de me lever, là, puis de repartir la machine, puis de me craquer autant mentalement que physiquement. J'étais prêt à rejouer dans ma tête, c'était pas une question de ne pas rejouer les années suivantes. Mais tu sais, l'année que j'ai arrêté de jouer, là, mon corps commençait à arrêter d'avoir mal 24 heures sur 24 à certains endroits, tu sais. Fait que là, j'ai comme compris que maintenant, ça fait du bien peut-être de se donner un break, peut-être que j'étais rendu là. Et là, comme coach, oui, il y a des bouts de tough, oui, tout ça. J'adore l'overall, j'adore le 365 jours de travail que ça amène, de réflexion, de tout ça. Fait que, encore une fois, le jour où
j'aurais l'impression que c'est un travail. Peut-être je me re-questionnerai. Je pense que ça veut juste dire que la passion y est et que j'adore toujours ce que je fais. Parce que tu dois continuer à voyager aussi pendant la saison morte, parce que tu nous arrives cette année avec un joueur comme Tago, par exemple. Comment tu fais pour aller chercher un gars comme ça? C'est pas juste un coup de téléphone, probablement. Ça doit être un peu plus complexe que ça. Là. C'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. C'est un petit peu du cas par cas, évidemment, chaque joueur. Mais prenons le cas de Tago, qui est un choix de première ronde. C'est un gars qui était au Big League Cap l'an passé. Là. Ça existe, ça arrive pas au Capital dans la Ligue Frontier, un gars qui est au Big League Camp un an, qui se retrouve dans la Frontier l'année d'après, normalement. Donc, c'est un gars par contact, et il a joué avec Para, il a joué avec Carson, des gars qui ont été ici. Ils leur ont tous dit à quel point ils ont apprécié leur expérience à Québec. Donc, ça a allumé une flamme en lui d'avoir le goût de vivre cette expérience-là. Par la suite, c'est le premier contact, deuxième contact, commence la négociation. Évidemment, ce gars-là a des offres grandement supérieures à ce que je peux lui offrir dans d'autres ligues au Mexique et ces choses-là. Mais tu sais, ça m'intéresse. C'est pas une question d'argent, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Fait que, il me disait oui, mais sans trop jamais s'avancer. À un moment donné, on était proche. Fait que là, j'allais faire un voyage en Arizona où il demeure. Pour différentes raisons, lors de la World Classic, pour aller voir Édouard Julien frapper des bombes, pour aller voir le soleil, parce que je crois, on m'expliquait que ça existait encore, même si je croyais plus après quelques mois d'hiver. C'est un paquet de choses. Puis, entre autres, d'aller rencontrer Pete Tago, l'amener souper, d'aller prendre quelques bières avec lui pour le présenter, pour lui démontrer le sérieux du processus et tout ça. Et puis, on a beaucoup jasé, pris quelques limonades comme JP les aime. Et puis, finalement, il était capable d'avoir son saut d'approbation. Et puis, on l'a ici. En tout cas, c'est une belle histoire, effectivement. Mais c'est ça, c'est les contacts à travers les années. Fait que Para et Carson sont venus à cause de d'autres, puis les autres sont venus, fait que c'est une belle roue. Puis ça veut dire que tu peux pas mentir, tu peux pas. Quand on est déçu de voir des bons joueurs partir pour le baseball affilié, puis toi, c'est sûr qu'intérieurement, tu es déçu, mais tu dis toujours, ça va être payant, les gars, parce qu'il y en a un autre qui va arriver à cause que lui a signé. Puis donc, il y a un beau roulement. Depuis quelques années que les Capitals, là, il y a toujours un roulement de joueurs, mais il y a un bon roulement de joueurs vedettes un peu à cause de ça. Donc, intéressant. Tu parlais de Tago. Écoute, parle-nous un peu à quelques minutes, un peu la nouvelle équipe de cette année. Évidemment, il y a quand même plusieurs départs suite au championnat. C'est une ligue aussi de roulement. Il y a des règlements, Yann, aussi. Là, il y a beaucoup, tu es obligé d'avoir beaucoup plus de recrues dans la Ligue Frontier que dans la Ligue Can-Am comme à l'époque. Donc, ça reste un peu plus complexe à gérer. Donc, quand même content de ton équipe suite à une victoire de 19-2 hier dans un match hors concours contre Ottawa. Ouais, non, je suis très content. C'est sûr que il y a beaucoup de points d'interrogation. Comme tu l'as mentionné, nos gros joueurs clés ont quitté pour tous des très bonnes nouvelles. Il y a un gros roulement cette année. Là. Chaque année, oui, ça change beaucoup, mais cette année particulièrement, l'équipe aura un visage différent. Okay? Comme DG, comme entraîneur-chef, ça vient qu'une angoisse bon, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Ça a l'air beau sur papier, on travaille fort tout l'hiver pour essayer de rebâtir ça, mais tout plein de nouveaux gars. Est-ce que ce gars-là sur papier qui est bon, est-ce qu'il cache une petite blessure ou il est dans sa tête et tout ça? Donc, il y a tout le temps ce doute-là. On a eu un bon camp d'entraînement, pas parfait, donc ça l'a quand même exposé quelques points d'interrogation encore aujourd'hui qui m'inquiètent, mais ça l'a aussi démontré des super de belles surprises positives. J'étais au camp en me disant qu'il me manquait une coupe de frappeurs pour être pas pire. Finalement, on a 2-3 méchantes belles. Oui, c'est juste du camp d'entraînement, mais des super de belles révélations qui, à mon avis, peuvent fonctionner parce que par expérience, je crois assez à leur swing, je crois assez à leur approche et tout ça pour qu'ils soient capables d'être des joueurs d'impact relatif avec nous. Ryan Rowell, c'est une super histoire. Je ne sais pas, il n'a pas joué un match professionnel encore, il ne va pas s'emporter. Ryan Rowell, il arrive d'une équipe itinérante. J'ai ramassé techniquement au camp invitation de la Ligue. C'est un gros bonhomme, on l'appelle Ogie Oglethorpe avec sa grosse tête à fauve. Ryan Rowell avec sa grosse tête à fauve, il a en 6 matchs à notre camp d'entraînement, frappé 4 grands chelems. Attends un peu, là. T'en as frappé combien dans ta vie des grands chelems, toi-même? Dans ma carrière professionnelle, j'ai un grand chelem en 10 ans,
de matchs professionnels, 100 games par année, mettons, j'en ai un. Puis j'étais un frappeur de puissance. T'sais. Ryan Rowell, en 6 matchs, pré-saison, a 4 grands chelems. Je me le vire dans ma tête d'un bord comme de l'autre, puis je ne le comprends pas encore. Un joueur invité, en tout cas, capoté. C'est vraiment une belle histoire. Puis je pense qu'il vient combler peut-être une blessure que tu as ou quelqu'un qui est en début d'année, en tout cas, pour l'instant. Là. Ouais, en fait, il y a un gars qui venait, puis qui était partant pour moi, puis à la dernière minute, il a décidé de ne pas venir. Puis il y avait un autre qui a comme vraiment sous-performé un petit peu. Fait que la porte s'est ouverte à la dernière minute. C'est le cas classique. Je lui ai dit, tu n'as à peu près pas de chance de faire l'équipe, à moins que tu voles vraiment le travail de quelqu'un, chose qu'il a évidemment fait. Mais tu sais, encore pas, c'est une belle histoire parce qu'on vient de faire le tour, les gars qui étaient sur la bubble, là, ils étaient borderline de faire l'équipe, mais tu sais, je les rencontre, je leur donne l'amour, je les rends nerveux un peu pour leur annoncer qu'ils le font ou pas l'équipe. Tu sais, lui, c'est le fan, ça fait 2 ans qu'il grind, qui travaille fort, qui essaie de s'ouvrir une porte, de trouver quelqu'un qui lui donne cette opportunité-là. C'est le meilleur frappeur des Black Sox depuis quelques années, qui est cette équipe itinérante-là. Mais c'est un peu un frappeur désigné. C'est un peu comme Lucas Scalabrini. Mais ça pour dire qu'il ne joue pas de position. Fait, c'est plus difficile de trouver du travail. Mais là, il arrive ici et il a traîné un peu l'équipe sur ses épaules lors de ces matchs-là. Il a évidemment mérité d'aller frapper assez souvent tôt dans la saison pour démontrer ce qu'il peut faire lorsque ça commencera pour lui. C'est parce que c'est intéressant. Belle anecdote avec Lucas Scalabrini. Lucas Scalabrini étant le fils de Pat, l'excellent novice. Ça fait que cette année, c'est intéressant. Écoute, là, je commence à en parler de cette année, évidemment. Je dois commencer par les Québécois. Évidemment, en plus de toi, Pat, le coach, on a le retour de David Laude. Voyons, j'ai oublié son prénom. Lacroix, Jonathan, j'allais dire Jean-François, ça c'est un autre coach j'en ai aux années. Ça. Jonathan et Marc-Antoine Lebreu. Ça, je trouve ça quand même intéressant d'avoir une bonne base, des gars qui jouent à tous les jours. Lebreu va être le champ droite, Lacroix, champ centre. Ouais, Lacroix, champ centre, effectivement. Puis Glaude, il va bouger, mais il commence au deuxième but, effectivement. On a aussi le Sherbrooke, Landon, son père et Sherbrooke. Ils ont déménagé plus tard, mais il parle français sans accent aussi. Ça, d'ailleurs, tu sais, Yann, tu sais que je me dis toujours qu'il ne faut pas parler d'Edouard Julien à chaque podcast, mais là, une autre belle histoire. Il a joué, lui, dans l'organisation des Twins avec Edouard. Puis effectivement, quand j'étais à New York là, pour les premiers matchs d'Edouard avec le père d'Edouard, justement, le père de Leach a appelé Rémi. Pat, je n'ai peut-être jamais parlé, mais pour savoir un petit peu comment ça se passait. Puis, coudonc, ça a l'air beau, mais c'est quoi? Puis comment sont les coachs? Et qui ici? Puis, évidemment, Rémi ne connaît pas tous les capitales, mais quand même donné des belles références. Fait que, bref, je pense qu'on a le même agent aussi, l'agent de Leach et d'Edouard. Donc, bref, belle. Je l'ai vu lancer l'autre fois quelques manches quand même bien fait, Pat Leach. Oui, mais c'est un choix de deuxième ronde. C'est un gros bonhomme, il sait ce qu'il fait. Les attentes sont élevées. Encore une fois, c'est dur de juger d'un camp d'entraînement. Il a bien fait ça. On verra quand ça commencera pour vrai. Le 3e départ dimanche ici à la. Il a été beaucoup blessé, hein, je pense, depuis quelques années. Lui, c'est ça. Donc, j'avais retrouvé sa vélocité dans 96-17 quand il a été repêché. Il n'est plus ça, mais il faut trouver un juste milieu. Si j'ai à te faire guesser combien de victoires cette année en saison pour les Capitales, tu as une équipe qui t'amènerait vers combien, à ton avis? Là, c'est une question un petit peu difficile, d'autant plus que j'ai pas vu les autres équipes. Mais sur 96 matchs, on va en gagner 56. Ça fait du sens. Un peu en haut de 500. Oui, le nombre pour faire des séries. Donc, je t'ai parlé des 3 Québécois. Après ça, on finit avec le retour de TJ White, qui est quand même un des joueurs, sinon pas le joueur vedette des Capitales. Cette fois-ci, comme je disais tantôt, comme rôle de joueur-entraîneur, lui aussi, depuis une année ou deux, un peu comme toi à l'époque, là, vous étiez des différents joueurs, là, mais tu sais, le profil de vétéran, accepter tout le monde, respecter tout le monde, aide l'organisation. Donc, je pense que c'est un bon fit. Ça reste une adaptation pour lui, mais c'est un bon fit, je pense, pour les Capitales et toi comme entraîneur. Hein? Tout à fait. Puis TJ, c'est l'idée derrière ça, c'était avec tout le respect que j'avais pour lui, que j'ai pour lui, c'était de trouver une façon de le garder ici. Encore une fois, par respect pour nos partisans. TJ est le joueur le plus populaire à Québec depuis quelques années. Les gens l'adorent pour de bonnes raisons. C'est un gars souriant, extrêmement sympathique, qui donne du temps, puis il est spécial sur le terrain. Fait que je voulais trouver une façon de le garder avec nous.
TJ vieillit un petit peu, donc c'est comme tu l'as mentionné, c'est une façon de garder un gars comme ça dans l'organisation un petit peu plus à long terme. Il respire, il vit les mêmes valeurs que nous tous. Fait que, c'était facile pour moi de lui offrir ce problème. Il a l'air assez clair, en tout cas, pour le côtoyer un petit peu ici à travers nos entraînements du sport-études. On a parlé de ton ami Ryan Wall, la coupe de cheveux. Pete Tago, tantôt, c'est ton lanceur du match de demain? Oui, exactement. On va faire une petite douceur. Là. On va le garder assez court demain pour qu'il revienne lancer le match d'ouverture à Québec là, sur 3 jours de repos. Donc, on voulait l'avoir pour ces 2 matchs d'ouverture-là. Puis, il carbure à ça, évidemment. Ça lui fait grand plaisir de le faire. Wow. C'est vrai, tant qu'à le plugger, c'est le 16 mai, le premier match à Québec. Donc, ça s'en vient à grands pas. Les gens doivent commencer à avoir hâte. J'ai reçu un courriel justement des Capitales un matin. Il reste des billets disponibles, mais ça s'envole assez vite. Fait que, pensez-vous être sold out au match d'ouverture, probablement? Mais honnêtement, ça sent bon, selon ce que j'en entends. Là. Ça sent très bon. Là. On a beaucoup de billets vendus pour le match d'ouverture. On espère que le soleil s'y pointe. J'ai hâte de voir ça. Les joueurs ont hâte de vivre ce moment-là. Ouais, parce que dans le recrutement, Yann, peut-être des joueurs parle beaucoup, tu sais, la foule quand c'est fait un petit peu plus chaud, là, puis qu'il y a 4-5 000 personnes, puis ça crée l'ambiance des séries. Mais au moins, la petite fenêtre qu'ils ont de le vivre, c'est souvent au match d'ouverture où est-ce que là, ils célèbrent le championnat. La journée d'après, c'est la remise de la bague et tout et tout. Donc, mais on me dit qu'il ne reste pas beaucoup de billets pour le match d'ouverture, puis le match numéro 2. Donc, ça, c'est vraiment le bon augure. Tu te rappelles, Yann, en recevant Charles Demers il y a une semaine ou deux, je disais qu'il n'y avait jamais eu autant de billets vendus durant l'entre-saison. Fait que ça, c'est tout à cause de tout l'ensemble de l'œuvre des capitales, oui, sur le terrain, mais dans l'administration aussi. Fait qu'on est bien contents. Pat, écoute, pas de questions pièges. Absolument pas, j'ai des questions pièges, mais tu m'as gardé pour notre prochaine entrevue. On va donner une chance, là. C'est le match d'ouverture, tu es un peu stressé, fait qu'on ne mettra pas de stress tout de suite pour l'instant. Mais merci d'avoir pris ce temps. Je sais que tu aurais voulu continuer encore 8 heures, vu qu'il t'en reste un autre 8 heures de route. C'est la batterie. Puis je m'en vais voir un de nos matchs d'ouverture du Midget 3 dans quelques minutes. Mais merci d'avoir pris ce temps. Félicitations encore pour toutes ces années. Bonne chance pour l'été 2023. On devrait se croiser quelque part sur le terrain. Excellent. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre temps. C'est très apprécié. Hey, merci beaucoup. Passez une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Puis comme on a dit probablement une autre fois avec Pat Scalabrini cet été.